Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Chers amis, bonjour. Madame Alice Rubio, philologue classique à l'université de Salamanque, chercheur et écrivain sur l'idéologie du genre, ses contradictions et ses conséquences, est actuellement députée à l'Assemblée de Madrid, où elle lutte contre l'implantation de l'idéologie du genre et ce qu'elle implique en termes d'endoctrinement scolaire et de violation des droits fondamentaux. À cet égard, elle vient de publier un livre sur la légalisation de la pédophilie, qu'elle considère être la prochaine étape du plan mondialiste. Alors je cite l'auteur. Pour s'emparer des mineurs, ils doivent les tromper, les endoctriner aux nouvelles valeurs qui sont précisément à l'opposé des noms qu'on leur donne. Ils sont éduqués dans une notion de fausse liberté. La vérité officielle est imposée et il n'est pas permis de la mettre en doute ni de chercher la vérité. La tolérance est une intransigeance envers ceux qui ne se plient pas à l'idéologie dominante. La diversité impose l'uniformité en tout, sauf dans la sexualité. L'égalité est une structure pleine d'inégalités juridiques qui impose une impossible égalité biologique. La justice, un recueil de lois qui égalise crimes et délits, qui crée des crimes d'opinion et de pensée. En même temps qu'ils sont endoctrinés, hypersexualisés et trompés, les enfants doivent être soustraits à la protection de leurs parents en les opposant à eux, et en créant des structures de tutelle qui les déprotègent institutionnellement en considérant que l'abus et l'utilisation des mineurs sont des droits des enfants à la sexualité, à l'autodétermination du sexe, à l'information lorsqu'ils consomment de la pornographie. L'idée est que les parents violent ces droits que l'État doit garantir. Quel est l'objectif ? Selon Alice Rubio, je cite, « Je pense qu'il existe de nombreux groupes pédophiles puissants, peut-être des castes intermédiaires ayant des intérêts personnels pour des raisons évidentes, dans leur légalisation et pour l'avancement d'un programme visant à renverser les valeurs de cette civilisation. En même temps, c'est une façon de détruire des enfants, de les utiliser, de les traumatiser, sans même pouvoir le reconnaître, comme les femmes qui avortent parce qu'elles sont censées être contentes d'exercer un droit. Tout est si sinistre et insensé, et si nous ne nous réveillons pas maintenant en tant que société, il sera bientôt trop tard. » Nous assistons depuis quelques années à un retour en force des initiatives visant à normaliser peu à peu la pédophilie dans les esprits. Déjà en 2014, le New York Times, toujours à l'avant-garde de l'agenda mondialiste, a publié un éditorial affirmant que la pédophilie n'est pas un crime. Selon le Times, en effet, la protection des droits civils doit être étendue aux pédophiles. Je cite, « Sans protection juridique, un pédophile ne peut pas prendre le risque de chercher un traitement ou de révéler son statut à qui que ce soit pour obtenir un soutien. » Mais bien évidemment. Pour ne pas être en reste, la CNN a répliqué avec un article proclamant que les pédophiles ne sont pas des monstres ou des déviants sociaux devant vivre dans l'ombre. Non, 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 selon la CNN, il est temps que la société actualise son image des pédophiles. CNN fait suivre cet article d'un appel à la sympathie encore plus explicite. Plutôt que de considérer les agresseurs d'enfants comme des criminels, nous devrions, selon la chaîne, leur tendre la main, chercher à les comprendre, car on ne peut pas choisir de ne pas être pédophile. Ouin ouin. Et la BBC, qui a passé des décennies à couvrir le pédophile le plus célèbre de Grande-Bretagne, Jimmy Savile, veut aussi
que nous ayons une vision positive de la nouvelle génération de pédophiles. Le psychologue Jesse Bering incite également le lecteur à sympathiser avec les pédophiles, écrivant que ces pauvres individus, je cite, ne doivent pas vivre leur vie enfermée. En 2018, Miriam Heine, allemande, étudiante en médecine, voulait changer le regard sur les pédophiles, et c'est au cours d'une conférence Technology, Entertainment and Design, dite conférence TED, donnée à l'université de Würzburg en Allemagne sous le titre « Pourquoi notre perception de la pédophilie doit changer ?», qu'elle a affirmé devant un auditoire interloqué que la pédophilie est une orientation sexuelle inchangeable au même titre que l'hétérosexualité. Vous avez bien entendu. Si la jeune conférencière n'est pas allée jusqu'à justifier les actes pédophiles, non, pas encore, faut commencer doucement, elle a néanmoins ouvertement pris la défense de ceux qui ont ces pulsions parce qu'on est comme ça. Vous apprécierez au passage la dissonance qui peut exister à affirmer d'une part qu'aucun déterminisme n'existe ab initio. C'est quand même toute la philosophie en vogue, c'est toute l'idéologie en vogue. Donc pas même le déterminisme de l'homme et de la femme, je pense au principe de la fluidité, à la théorie du genre, etc. Le tout étant donc une construction sociale pour une grande part, tout en matraquant que par exception, ces déterminismes-là, je parle de la pédophilie, existent, que l'on n'y peut rien, et qu'il faut donc les accepter, voire, on n'en est pas encore là pour beaucoup, voire les normaliser. Notons que cette idée que l'on naît comme ça, donc du verbe naître, reprend l'exacte argumentation qui a présidé au rapide changement de regard sur l'homosexualité qui s'est imposé au XXe siècle dans la plupart des pays occidentaux. Puisque les homosexuels seraient nés comme ça, alors pourquoi les empêcher de vivre selon leurs attirances naturelles ? Certains, à l'époque, ont osé dire que l'on savonnait la planche et que l'on préparait à terme la légalisation de toutes les aberrations sexuelles. Mais voilà, on se moquait d'eux. Aujourd'hui, avec les nouveaux combats progressistes, l'affaire paraît pourtant bien engagée. L'amour avant tout, mesdames et messieurs. Et pour les humains, ce qui compte serait donc non pas l'âge des partenaires en cause, mais le consentement libre, la liberté préservée. Or, un enfant peut-il donner ce consentement ? Eh bien, certains le pensent, figurez-vous. Des écrivains comme Gabriel Matzneff, mais aussi Tony Duvert, prix Médicis 1973, pour son roman Paysage de fantaisie, publié aux éditions de Minuit, qui met en scène des jeux sexuels entre un adulte et des enfants. Ou encore René Scherrer, le philosophe. Tous ces gens ont ainsi cherché à présenter la pédophilie comme une attirance sexuelle acceptable, du moment que l'enfant en était consentant. En Nouvelle-Zélande, un juge a déclaré, c'était en 2022, que des enfants de 12 ans pouvaient en soi consentir à des relations sexuelles avec des adultes. L'affaire en question concernait un homme de 45 ans dont la défense était centrée sur l'affirmation que sa victime de 12 ans était bel et bien consentante. Selon l'homme d'âge mûr, la victime de 12 ans avait fait pression sur lui pour avoir des relations sexuelles. « Je sais qu'elle était une enfant, mais la façon dont elle est venue vers moi ressemblait à l'attitude d'une femme mûre, disait l'homme. Je l'ai repoussée, mais elle revenait sans cesse vers moi. Elle voulait vraiment le faire. » Dans les derniers jours du procès, le juge chargé de l'affaire a abordé la question du consentement pour une personne de moins de 16 ans. Voici ce qu'il déclara. « Légalement, une personne de moins de 16 ans ne peut pas donner son consentement pour des accusations d'actes indécents. Donc, en tant que jury, ce que vous devez décider est si les actes indécents ont eu lieu. Mais, ajouta-t-il, pour ce qui est du rapport sexuel, une personne de moins de 16 ans peut donner son consentement. Vous devez examiner si le consentement a été donné ou non sur la base des preuves que vous avez.
L'offensive pro-pédophile qui renaît aujourd'hui, et renaît en force, ne date pas d'hier. Dans les années 70, Sartre, Barthes, je parle de Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Deleuze, Francis Ponge, Philippe Solers, Jacques Lang, Bernard Kouchner, Louis Aragon, André Glucksmann, François Châtelet, bien d'autres encore, Guattari, Chéreau, Daniel Guérin, tous font partie des 69 intellectuels français qui, aux côtés de Gabriel Matzneff et du romancier, journaliste à Libération et membre fondateur du Front homosexuel d'action révolutionnaire Guy Hockenheim, ont signé une tribune publiée le 26 janvier 1977, d'abord dans Le Monde, puis dans Libération, pour défendre 3 hommes incarcérés depuis plus de 3 ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans. Que demandait-il ? Eh bien, il demandait la relaxe des 3 hommes au prétexte que les enfants n'avaient pas été victimes de la moindre violence. Mais au contraire, on y vient, qu'ils étaient consentants. Le 23 mai 1977, dans les pages Opinion du Monde, 80 intellectuels français, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, encore lui, Michel Foucault, tiens donc, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Jacques Derrida, Solers, Françoise Dolto, signe un autre texte pour demander que la loi décriminalise les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans. De nombreux journaux se font l'écho de ce mouvement pro-pédophile qui, aux Pays-Bas, est devenu un mouvement politique. Libération en tête, avec même des petites annonces sans ambiguïté. Par exemple, en juin 1978, le philosophe René Scherrer y écrit « L'aventure pédophilique vient révéler quelle insupportable confiscation d'être et de sens pratique à l'égard de l'enfant les rôles contraints et les pouvoirs conjurés. » Le 4 avril 1978, l'émission Dialogue, enregistrée en 1977, invite Michel Foucault, le romancier et membre fondateur du Front homosexuel d'action révolutionnaire Guy Hockenheim, et le juriste Jean Danet, tous 3 signataires de la pétition qui demande la décriminalisation de la pédophilie. Durant 1h15, en public dans le Studio 107, ces intellectuels vont défendre l'idée que les pédos sont incarcérés à tort parce que les enfants qu'ils ont abusés, ils étaient consentants. Ce débat sera publié sous le titre « La loi de la pudeur » dans la revue Recherche d'avril 1979, c'est le numéro 37. Avant d'être inclus dans le recueil dit et écrit 76-79 de Foucault. Dans la même émission, il fustige l'influence croissante des psychiatres dans les cours de justice parce que, je cite, « En s'intéressant aux prétendues victimes, ils sont en train de créer une victimologie très grave parce qu'elles nient la parole des enfants qui répètent pourtant à la barre qu'ils étaient consentants. Ils s'inquiètent de la suspicion qui pèse sur les éducateurs et tous les professionnels de l'enfance et pressentent une véritable chasse aux sorcières pour des faits, des relations sexuelles entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans qui, selon eux, n'ont aucun caractère de gravité et sont des faits extrêmement légers qui, dans n'importe quelle autre circonstance, à Paris notamment, n'auraient jamais valu 3 mois de détention préventive. » Paris, cette référence. Des publications comme Guépier, journal radical pro-homosexuel dans lequel écrivent Jean-Paul Aron, Sartre, Foucault, aux côtés de l'écrivain Tony Duvert, pédophile revendiqué, et de Renaud Camus, deviennent ainsi des tribunes pour les pédophiles. La revue Guépier sera suspendue donc en 92, pour information. Figure de mai 68, Daniel Cohn-Bendit, oui, on était obligé d'en parler, raconte alors ses gestes sexuels sur des enfants. Dans le livre Le Grand Bazar, publié en 1975, où il évoque son activité d'éducateur dans un jardin d'enfants alternatif à Francfort. Puis, en avril 82, sur le plateau d'Apostrophe, où il déclare notamment, je cite, « La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique, faut être honnête. J'ai travaillé auparavant avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est un jeu érotico-maniaque. » Je vous laisse apprécier. Devenu député vert européen, Cohn-Bendit se défendra ensuite dans les colonnes de Libé en février 2001, soutenu par des parents et des enfants,
mais reconnaîtra en réunion publique, je cite, des lignes insoutenables, intolérables avec ce que nous savons aujourd'hui sur la pédophilie et sur l'abus sexuel. C'est vrai que lui, le faisant, ne le savait pas. Toujours dans les années 70, le chanteur Claude François, l'idole de toute une génération, se reconnaissait obsédé, je cite, par les filles mineures. Ouvrez les guillemets. Les filles de 18 à 30 ans commencent à réfléchir. Elles ne sont plus naturelles. Elles se sentent obligées de prendre position. Elles ne sont plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille. Fermez les guillemets. Tout cela est dramatique et terriblement choquant, à l'évidence. Mais malheureusement donc, pas nouveau. Alors que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, les médias en particulier nous présentent un cas classique de fenêtre d'Overton. Et croyez bien que le fondement idéologique, aujourd'hui comme hier, demeure identique. Dans les années 70, pour justifier les pratiques sexuelles avec des enfants, beaucoup de pédophiles ont instrumentalisé le mouvement intellectuel de mai 68, qui faisait la promotion de la liberté sexuelle et de la rupture avec la loi, les structures qui voulaient se défaire de la domination des adultes, des réactionnaires. Ce qui était central dans ces années-là, c'était vraiment cette question de savoir comment rompre avec toutes les normes familiales du XIXe siècle, qui étaient si mauvaises. Selon Jean Bérard, historien, maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay, je cite, « Ce qui a ainsi fait le plus débat dans les années 70, notamment du côté des mouvements homosexuels, mais pas seulement, c'était la discrimination concernant l'âge de la majorité sexuelle. Ben oui, il est interdit d'interdire. Pourquoi discriminer ? C'est pas juste. Les petits-enfants, ils ont le droit aussi. » Et ces discours pro-pédos, eh bien, ils choquaient peu dans les années 70. Il y avait l'idée, défendue dès le début de l'émission de France Culture par Michel Foucault, que la liberté des homosexuels, ne faisant pas encore tout à fait consensus, ça a changé depuis, dans la société française, interdire la pédophilie pourrait progressivement glisser vers l'interdiction de l'homosexualité elle-même. Les deux pratiques étaient à l'époque mises comme sur un même plan. Je vous laisse méditer. D'autre part, une époque où l'obsession, sans cesse répétée, était qu'il fallait se libérer du carcan de la famille et des pratiques intimes rétrogrades, passéistes. Le véritable tournant, le frein, s'est opéré dans les années 90. La France a découvert le visage de la pédophilie avec l'affaire Dutroux, en Belgique. Selon Virginie Giraud, docteur en histoire, je cite, « Avec Metzneff et compagnie, on a une sorte de glamourisation du câlin enfantin, des amours enfantines, c'est chic, c'est joli, c'est la nymphette, les égéries d'Hamilton, on est dans une esthétique qui existe dans la société. » Mais l'affaire Dutroux dévoile une toute autre facette de la pédophilie. On a pour la première fois une affaire de meurtre épouvantable d'un homme qui kidnappe les petites filles, les séquestre, les assassine, les viole, nous dit Virginie Giraud. Ce serait donc la fin d'un hypothétique consentement autour de la pédophilie. La fin de cette, entre guillemets, glamourisation, pour reprendre Virginie Giraud. Mais oui, très bien, mais ce n'était pas la fin, car il faut bien compter sur nos élites pour ne pas rendre les armes. Et aujourd'hui, la justification fondamentale, idéologique, demeure la même. Il n'existe pas de moralité, pas d'ordre, pas de bien, pas de mal, pas de normes, en somme, en dehors de ce que l'homme décrète, établit, estime, juge. Car l'homme, voyez-vous, c'est la mesure de toute chose. Sa conscience, sa liberté sont reines. Il n'existe, à bien y réfléchir, que des conventions humaines relatives au temps, aux mœurs, aux croyances. Et tout cela est bien contingent, et donc modifiable. Tout cela même demeure la marque, la gloire de la liberté humaine, grande idole de nos progressistes. Dès lors,
Pourquoi ne pas permettre l'affaire du trou appartenant au passé, voire promouvoir ce qui hier était interdit, dès lors que, allez, tout le monde est d'accord, et la liberté est honorée. Rien n'a changé depuis l'Éden, chers amis. Le serpent nous répète encore ce que déjà il avait dit à Ève. Le serpent, encore et toujours, nous susurre que nous serons comme des dieux, que nous ne mourrons pas, que nos yeux s'ouvriront et que nous dirons le bien et le mal. Il nous faut mener le combat moral, culturel et religieux contre cet assaut de Satan et contre la décadence qu'il promeut. In Cristo Rege.